Bonsoir Baptiste Chapuis. Bonsoir. Vous êtes responsable du plaidoyer pour l'ONG Handicap International. Responsable du plaidoyer, on peut dire aussi lobbyiste vertueux. Exactement. Quelque chose comme ça fonctionne très bien. Il y a 25 ans, votre ONG organisait la première pyramide de chaussures en soutien aux victimes des mines antipersonnelles, un symbole pour dénoncer les guerres qui mutilent des civils. L'acharnement du Handicap International a payé puisque vous avez réussi à faire interdire ces mines antipersonnelles. Votre ONG a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 1997. Et cette année-là, Baptiste Chapuis, vous avez reçu un soutien inattendu, celui de Jacques Chirac. Racontez-nous. Eh bien, tout à fait. C'était un soutien inattendu parce que cela faisait suite à des années de discussions, de négociations avec les autorités françaises. Et pour la petite histoire, 3 mois avant la signature française du traité d'Ottawa, qui a interdit les mines antipersonnelles, Jacques Chirac était censé nous recevoir 5 minutes à l'Élysée. Et j'ai eu l'un des cofondateurs d'Handicap International, juste avant l'émission, qui me racontait cette anecdote, qu'effectivement, Jacques Chirac nous avait reçus non pas 5 minutes, mais 1h30. Et on avait senti effectivement l'empathie chez lui. Il avait qualifié ces mines d'armes d'un autre temps. Et effectivement, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on espère que les pratiques contre lesquelles nous luttons seront qualifiées dans quelques années pratique d'un autre temps. Oui, alors on l'a vu d'ailleurs recevoir les membres de Handicap International à l'époque, c'était à l'Élysée, et il est entouré du fondateur justement de Handicap International. Alors aujourd'hui justement, vous parlez d'un combat d'un autre temps. Votre combat a changé un peu de nature puisque les mines antipersonnelles ont laissé place à de nouvelles armes, en fait des techniques de combat qui ont un peu évolué. On ne fait plus la guerre de la même façon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, la guerre a progressivement évolué, ses tactiques, ses méthodes, ses armes. Il y a un siècle, 15% des victimes des conflits armés étaient civiles. Ce chiffre est monté à 50% pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, 90% des victimes des bombardements en zone urbaine sont des civils. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Effectivement, parce que le centre de gravité des conflits armés s'est progressivement déplacé au cœur des villes. Là où les civils, des gens comme vous et moi, habitons, évoluons à côté de nos hôpitaux, de nos écoles. Le rapport de force également entre les belligérants, entre les forces armées a changé. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une armée qui fait face à un groupe qui mène une guérilla. Et tout ça a engendré la catastrophe que l'on connaît aujourd'hui, qui est une urbanisation croissante, voire extrême des conflits armés. Donc vous luttez contre ce type d'armes, en tout cas ce type de bombardement, ce qu'on appelle des bombardements en zone urbaine, c'est ça ? De quel type d'armes on parle ? Alors de quoi parle-t-on ? Ces armes, finalement, elles sont assez classiques. On les voit dans la plupart des conflits contemporains. Ce sont des lance-roquettes, ce sont des obus largués par aéronefs ou hélicoptères, des grenades, des tirs d'artillerie. Mais nous, effectivement, ce qui nous préoccupe, c'est pas vraiment l'arme en tant que telle, qu'on ne souhaite pas faire interdire, mais la façon dont elles sont utilisées, surtout dans quel contexte. La plupart de ces armes sont utilisées dans les zones peuplées, dans les zones urbaines. Et effectivement, ce chiffre de 90% de victimes civiles doit nous interpeller aujourd'hui. Oui, vous nous avez donné aussi d'autres chiffres en préparant cette émission. Un civil tué ou blessé toutes les 24 minutes dans le monde. Et alors justement, on va regarder une des conséquences sur le terrain de ces bombardements dans les villes. Une de vos collègues rentre tout juste de Mossoul, en Irak. Et on va voir les images sur place. On a l'impression que la ville vient tout juste de se faire bombarder, alors que ça fait 2 ans. Le cas de l'Irak, c'est un cas parfait pour symboliser ce que représente la pratique des bombardements en zone urbaine et périurbaine. C'est-à-dire que mes collègues qui rentrent de Mossoul nous ont décrit l'état de la ville comme étant comme si nous, on avait vu ça bombarder juste la veille. Ce sont des milliers de personnes qui ont fui, des gens qui ne peuvent plus rentrer chez elles, des endroits contaminés par des restes explosifs de guerre qui sont rendus inhabitables et surtout des infrastructures qui sont complètement détruites. Il faut s'imaginer ce que ça représente. Imaginez dans les ruelles de Paris du mortier, des tanks, l'impact que ça aurait. Et aujourd'hui, Mossoul, c'est un état de dévastation comme l'Irak et il faudra des décennies pour ne serait-ce que déminer la zone et permettre aux personnes de pouvoir rentrer chez elles. Oui, vous parlez de contamination, c'est le mot que vous avez utilisé. Tout à fait. Ça, c'est vraiment une des conséquences de ces bombardements en zone urbaine, une sorte de superposition d'armes qui s'accumulent au fil des années, au fil des conflits. Tout à fait. Alors, vous avez effectivement plusieurs conséquences de court et long terme de ces armes explosives. Sur le court terme et le long terme, derrière les statistiques, il y a des visages humains qui sont tués, mutilés, traumatisés sur le long terme. Et puis effectivement, vous avez cet héritage. Vous savez, on démine toujours des bombes de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Et on estime qu'aujourd'hui, il faudrait 50 ans
pour décontaminer l'ensemble de la Syrie si par miracle le conflit venait à s'arrêter demain. Je vais vous donner juste un chiffre. Lorsque la bataille de Kobané s'est terminée en Syrie, on estimait qu'il y avait 10 munitions non explosées par mètre carré. Il faut s'imaginer ce que ça peut représenter aujourd'hui pour se rendre compte que ces pratiques, elles ne sont pas seulement discutables d'un point de vue juridique au niveau des conventions de Genève, mais moralement indéfendables. Alors justement, quelles sont les actions concrètes que propose Handicap International pour tenter d'encadrer ces tactiques de guerre ? Bien, c'est fort de nos expériences passées où nous avons construit la parole politique, nous avons pris le constat du terrain pour la mener jusqu'aux arcanes diplomatiques, pour, avec le soutien du grand public, interdire les mines antipersonnelles il y a 20 ans. Et alors là, qu'est-ce que vous avez prévu ? Là, ce que nous avons prévu, effectivement, c'est qu'il y a une séquence diplomatique qui s'ouvre avec le 1er et le 2 octobre, une conférence de haut niveau qui s'ouvre à Vienne, en Autriche. 90 États, dont la France, s'y rendront et discuteront d'un engagement politique concret pour mettre fin à la pratique des bombardements en zone urbaine et périurbaine. C'est peut-être l'un des processus les plus ambitieux sur lesquels Handicap International n'ait jamais travaillé. Mais ça peut vraiment déboucher sur du concret ? Parce que, certes, il peut y avoir des accords entre États, encore faut-il d'ailleurs qu'ils soient contraignants, mais par ailleurs, on voit de plus en plus de groupes armés, des groupes terroristes qui correspondent à aucune loi, qui évidemment ne suivent pas du tout les traités que peuvent signer leurs États. Alors, est-ce que c'est efficace ? Nos combats passés plaident pour nous. Je vais vous citer juste un chiffre. Le traité d'Ottawa, qui a interdit les mines antipersonnelles, en l'espace de 15 ans, c'est 10 fois moins de victimes de mines. C'est énorme. Et on est dans une campagne qui est avant tout globale, on ne va pas convaincre tous les tyrans du jour au lendemain. Ceci étant, cette expérience passée nous montre qu'on peut réussir avec l'appui du grand public. Et ensuite, de savoir si on fait face à des gens sans foi ni loi au final, ce qui est une vraie question. D'abord, les États ont une responsabilité non pas juridique, mais également éthique. Ce n'est pas parce que quelqu'un en face de vous va avoir des pratiques qui sont barbares que vous devez faire la même chose. Ensuite, est-ce que ça répond à une double question ? Est-ce que ça protège les civils ? Bien entendu, non. Quand vous avez 600 infrastructures civiles qui sont bombardées chaque mois au Yémen, vous vous rendez compte de l'impact que ça a sur des gens comme vous et moi qui n'ont rien à voir avec ça. Et ensuite, d'un point de vue militaire, nous avons une casquette d'humanitaire, mais d'autres gens, comme des militaires aujourd'hui, se permettent de répondre à cette question simple, est-ce que c'est efficace ? Et vous savez, On imagine que c'est une technique de guerre efficace si elle est utilisée ? Écoutez, raser une ville, c'est tout sauf efficace. Le colonel Le Grillet, qui est un colonel qui a piloté les forces françaises en Irak et au Levant récemment, a durement critiqué la stratégie de bombardement intensif de la coalition, dont a fait partie la France, qui a durement impacté les civils. Alors loin de nous de réclamer le soutien du colonel Le Grillet. Mais donc ce que vous dites, c'est qu'en plus, ce ne sont pas des techniques et des tactiques militaires qui ont porté leurs fruits. Tout à fait. J'ai quand même une question sur la position de la France. Vous citiez justement un colonel qui a mené ces grandes traversées et cette guerre, notamment en Irak. Est-ce que la France est présente à côté de vous ? Est-ce qu'elle soutient, par exemple, ce sommet à Vienne, en Autriche ? On l'entend assez peu. La politique de la France en la matière, c'est un peu le en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, la France a signé et ratifié les traités qui ont interdit les mines, les sous-munitions, s'engage dans des discussions pour bien protéger les civils. Mais dans le même temps, elle s'est engagée dans une coalition militaire qui a eu un impact disproportionné sur des civils en Irak et en Syrie. 1500 frappes aériennes pour 0 victime déclarée. Et dans nos dialogues bilatéraux depuis plusieurs années, on ne sent pas une volonté française de rejoindre ce processus pourtant historique. Une toute petite question, est-ce que ça peut être lié au fait qu'on fabrique, qu'on vend des armes ? Pour nous, c'est un débat qui est fondamentalement lié. La vraie question, c'est comment protéger des civils, des bombardements, des conflits armés. D'un côté, nous avons appelé la France, avec d'autres ONG, à stopper toute exportation d'armements aux parties au conflit au Yémen. Et de l'autre côté, il y a comment ces armes sont utilisées au quotidien. Encore une fois, projetons-nous dans les ruelles de Paris et imaginons-nous un déluge de pluie, de bombes. On ne peut pas l'imaginer une seule seconde chez nous, alors pourquoi l'imaginer au Yémen ? Donc, effectivement, il y a un vrai débat sur cette question. Merci à vous. Merci Baptiste Chappuis d'être venu sur notre plateau. Je rappelle donc que France Télévisions se joint à ce 25e anniversaire du handicap international et vous pouvez participer à ces pyramides de chaussures tout au long du week-end, notamment demain. Vous allez sur le site handicap-international.fr, ça sera le cas dans 14 villes. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur cette série d'hommages dédiée à la mémoire de Jacques Chirac. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Ne bougez pas, bonne émission. Moi, je vous dis à lundi.